Il y a quelques années, il y avait un principe, c'est qu'aux salariés, on lui donnait le texte le plus favorable. Il y a le Code du travail, la convention collective et les accords d'entreprise. Si l'accord d'entreprise est meilleur que le Code du travail et que la convention collective, on applique l'accord d'entreprise. Et maintenant, on a le droit de trouver un des textes qui est moins favorable et qui est appliqué aux salariés. Oui, 4 mai 2004, loi Fillon. C'est-à-dire que la première loi qui me remet en cause frontalement le principe de faveur, quand il y a plusieurs textes en concurrence dans la mise en œuvre des droits du salariat, c'est une loi Fillon qui permet des dérogations à ce qui est le plus favorable. Et ça s'est étendu. Alors là, excuse-moi Jean-Pierre, mais il y a tellement de cas de dérogations, etc. C'est-à-dire qu'ils ont fait marcher le Code du travail à l'envers. Avant, on empilait des strates qui étaient favorables, et là, ils ont commencé à creuser pour arriver à des strates défavorables. Je vous fais l'histoire résumée des 30 dernières années, quoi. Alors là, c'est plus une question de productivité, de cadre de travail, de statut, c'est une question de conscience. BFM et CNews contribuent tous les jours à ce qu'ils ne s'unissent pas. Bon, c'est la bataille contre les médias des grands milliardaires et contre l'ensemble de l'inéducation. On envoie des apprentis à l'école sans leur dire qu'il y a un droit du travail, sans leur dire qu'il y a une convention collective. Il m'est arrivé, moi, dans le temps, c'est Balladur qui a supprimé la formation des maîtres d'apprentissage. Je vais vous parler d'un temps que n'ont pas connu. La formation des maîtres d'apprentissage, c'était 200 heures de formation obligatoire. Et au bout de ça, le petit patron, le salarié désigné, pouvait prendre un jeune en formation. Alors souvent, boucher, charcutier, coiffeur, ce que vous voulez. Et il y avait un jury. Et on me demandait à moi, on est en 1991-92, de servir de jury pour donner l'agrément pour qu'il ait un jeune en formation. Parce que, vraiment, vous ne pouvez pas avoir connu ça. Ça n'a rien à voir avec l'apprentissage aujourd'hui. Et moi, je me rappelle bien, parce qu'au bout de 200 heures, j'avais 2 questions. La première, c'était, si le jeune vous demande la convention collective dans laquelle vous êtes, qu'est-ce que vous lui répondez? Au bout de 200 heures de formation, ils avaient si peu donné de droit du travail que les gens ne savaient toujours pas ce qu'était une convention collective. J'avais pratiquement 8 réponses ou 9 réponses sur 10 qui disaient convention. Enfin, ils ne comprenaient pas ma question. Alors, c'était pareil pour prendre un jeune en formation. C'était pareil pour un apprenti. Je disais, si un jeune apprenti vous demande un conseil de lecture. Une fois, j'ai eu Le Rouge et le Noir de Victor Hugo. Ne vous moquez pas. J'ai considéré que c'était bon. Parce qu'il y avait 2 noms prononcés. Et c'est pour ça que l'apprentissage ne peut pas échapper à des maîtres d'apprentissage qui soient formés et au centre de CFA et doit se tenir sous l'autorité du formateur et non pas sous l'autorité du patron. Hein? Moi, je me rappelle de cette séquence. Là, je vais avoir... le père et le fils arrivent tous les deux avec un costard. Une cravate. À ma permanence. Et le père, que je vois, c'était un vieil ouvrier maçon algérien en retraite. Son môme avait 17 ans, 18 ans. Je l'ai fait asseoir et je dis, bon, qu'est-ce qui vous amène, quoi, l'inspecteur du travail dans son boulot ordinaire, quoi. Et ils ouvrent la bouche en même temps, tous les deux. Et le père dit, ils le battent, et le fils dit, ils me battent. Il était commis cuisine dans un restaurant. Chaque assiette renversée, une baffe. Chaque verre cassé, une baffe. La philosophie étant, j'en ai bavé quand j'étais jeune, tu dois en baver aussi. Ça n'est pas rien d'exceptionnel, ces choses-là, dans l'apprentissage. Sous Macron, l'apprentissage s'est développé, on est passé de 236 000 avant Macron à près d'1 million. 2 apprentis sur 3 ne terminent pas leur apprentissage. Ils ont d'abord une barrière salariale. C'est que c'est 0,25% la première année, 0,55% du SMIC la deuxième année et 85% du SMIC la troisième année. Je dois être à peu près dans les troisième année. On ne va pas en troisième année, on vient de travailler 2 ans et quoi, pour 85% du SMIC. Mais quand vous êtes jeune, vous commencez à claquer la porte, quoi. Bon, et ensuite, on vous dit, on vous met des baffes ou on vous engueule. C'est-à-dire que vous n'avez pas de formation. Mon fils, qui était prof à Bobigny,
disait, quand j'ai un LEP, bon, au moins une fois dans l'année, je les emmène au théâtre. Mais les apprentis, ils n'iront jamais au théâtre de leur vie. Ça sera la seule fois, c'est parce que l'école les a emmenés. Si vous enlevez la culture générale, l'enseignement général, la possibilité de réfléchir, si vous enlevez tout ça à des mounes et que vous en faites des pièces d'une machine, à coups de baffe et avec des salaires dérisoires, vous les formez très tôt à ne pas aller vers le syndicat, à ne pas connaître le droit du travail et à ne pas connaître la convention dont ils relèvent. Et c'est ça le problème de la conscience. C'est-à-dire qu'ils abrutissent délibérément. Le capitalisme n'est pas une... Enfin, je ne sais même pas parfois. Brecht, il dit qu'on ne peut pas combattre le fascisme, il faut combattre le capitalisme qui le fait naître. Mais le capitalisme lui-même, quand j'étais jeune, je faisais des tracts du genre « à bas le profit ». C'est pas à bas le profit. Le profit est lié à toute activité humaine. C'est gratifiant quand vous faites quelque chose. Le capitalisme, c'est pas ça. C'est la recherche du profit maximum. Ils ne peuvent pas se contenter d'un peu de profit. Il faut qu'ils fassent beaucoup de profit. Je racontais quand la loi El Khomri passait, j'ai tellement combattu. Je peux encore parler, cette phase ? Oui, il y a une intervention après là-bas. Je termine mon truc, puis je m'arrête parce que sinon... Mais quand la loi El Khomri est passée, ils avaient dit place à la négociation, c'est-à-dire renverser la hiérarchie des normes, permettre à ce qu'un accord dérogatoire l'emporte contre la loi. Et ils avaient donné sur les heures supplémentaires. C'est-à-dire, elles étaient à 25, le patron pouvait les négocier qu'elles soient à 10. Bon, d'accord. Moi, j'avais une entreprise, je ne l'invente pas. Elle est rue Mellet, à Paris, boulevard Saint-Martin de l'autre, 45 salariés femmes. Elle est encore comme ça aujourd'hui. Alors, les 45 femmes sont le dos vers le mur, où est sur une estrade, et la contre-maîtresse. Elles sont orientées avec de l'espace pour ne pas parler entre elles. Elles se tournent le dos les unes les autres. Et la contre-maîtresse décide si on va faire pipi, voilà. Et quand il y a eu l'abaissement des heures supplémentaires de 25 à 10, qui devait être négocié, le patron est monté sur l'estrade et il a dit « Bon, on a fait nos comptes, on ne peut plus payer les heures sup à 25%, et dorénavant, elles seront payées à 10%. Il y a quelqu'un qui est contre ?» Aucune des femmes n'a bougé. Et calculé dans leur tête comment elles pouvaient faire avec 10% pour ne pas perdre de salaire, combien il faudrait faire d'heures supplémentaires en plus à ce compte-là. Et quand les patrons sont soumis à ça, ils n'hésitent pas. Le petit patron de la rue Mellet d'à côté qui faisait des blousons, il avait 35 salariés. Il était mieux, plus sympa. Vous savez, les patrons gentils. Il va voir ses salariés, il dit non, je ne vais pas leur demander, non, je les laisse à 25%. Sauf que c'est le banquier qui est venu, qui lui a dit mais vous avez besoin d'un découvert à la fin du trimestre, on ne va pas vous l'honorer. Et pourquoi ? Faudrait peut-être que vous fassiez un effort. Pourquoi vous ne passez pas vos salariés de 25% à 10% ? Le voisin l'a fait. Et le petit patron, gentil, est allé voir chacune de ses salariés et leur a dit je ne peux pas faire autrement, sinon on ferme la boîte. Donc ça va être 10%. Excuse-moi, c'est pas ma faute. C'est la loi El Khomri qui a changé, c'est plus la loi, c'est 10%, quoi. D'autant plus que son acheteur de blousons, vous avez dit, ils sont trop chers, je vais chez l'autre. C'est ça la recherche du profit maximum. C'est l'appartenance de la France à l'Union européenne. Je me pose la question de savoir pourquoi vous n'en parlez jamais. Et pourquoi, parce que c'est une construction, pour moi c'est une construction capitaliste, et c'est le premier problème. Et voilà, donc si on ne sort pas de l'Union européenne, c'est foutu. Et alors je vais prendre la deuxième question, Pierre et Véro aussi. Alors Véro. Véro. Moi j'ai deux choses. Concernant la conscience des salariés, en fait je pense que la conscience elle est revenue à un moment donné en 2023. On était des millions dans la rue. Et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Donc peut-être que là, on aurait pu arriver à mai 68. C'est déjà une interrogation. Et puis tout à l'heure, à la radio, on parlait de la contrefaçon. Et donc la contrefaçon en France, les jeunes et les moins jeunes, pour être dans la norme de la société, ils achètent de la contrefaçon, alors Dior, machin, etc., pour être bien vus.
Et en fait, cette contrefaçon, ils expliquaient, elle est faite à l'étranger, ou peut-être ici, mais on parlait d'une entreprise chinoise, un Français qui a ouvert une entreprise en Chine, tranquillement, il dit à la radio, moi je fais bosser les salariés, ils sont contents, ils ont 2 jours de repos par mois, ils sont contents, ils travaillent 10-12 heures par jour, ils sont contents. Et voilà. Enfin, est-ce que dans notre conscience aussi, on n'est pas en train de nous dire, il va falloir que tu bosses plus toi ici. Tu as vu les Chinois, ils bossent, ils n'ont que 2 jours de repos. Enfin, voilà, c'est des petites... Et Pierre, puis ça va Pierre, et puis tu réponds après, ou tu réponds après. Pierre. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à l'ubérisation, à la précarisation, que finalement, peut-être qu'un des plus mauvais employeurs, c'est l'État. Parce que il y a quand même, bon, je ne sais pas combien ça représente les fonctionnaires, ça doit être à peu près 1 sur 5, 20% à peu près des salariés. Et qu'à l'intérieur, il y a un statut très protecteur, mais ceux qui ont plus inventé des règles particulières, effectivement, c'est bien dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique, enfin partout. Donc et où là, l'inspection du travail n'a pas accès. Donc est-ce que là, il n'y a pas quand même un gros problème Oui. Et juste l'autre mot par rapport à l'apprentissage, je crois que ce qui a beaucoup augmenté actuellement, c'est pour ça qu'on parle d'apprentis, mais c'est un scandale maintenant. En fait, c'est pas des pauvres, hein, c'est des gars qui font l'apprentissage comme ingénieur et tout. En général, c'est bien le fils du patron ou autre, c'est pas des apprentis au 68 ans. C'est une façon de les tourner. Ce matin, dans le journal local, il y a un bon article là sur ces écoles privées dites supérieures, où on voit vraiment... Et l'État donne jusqu'à 6 000 euros, donnait jusqu'à 6 000 euros par apprenti. Ouais, je vais prendre dans l'ordre alors. L'Europe. Alors, c'est mon opinion personnelle. Hein. Moi, je suis archi-européen. Archi-européen. Alors, je vais dire une chose. J'ai voté contre tous les traités. Pas parce qu'ils étaient européens, mais parce qu'ils étaient capitalistes. Et je viens de faire une réponse complète. C'est-à-dire, je suis pour l'Europe sociale, les droits sociaux les meilleurs, et je vote contre le capitalisme en Europe. Je sais faire la distinction. C'est pas l'Europe qui est en cause, c'est le capitalisme en Europe. Et je combats le capitalisme où qu'il soit dans mon propre pays et en Europe. Mais je défends l'Europe et je me bagarre pour que le meilleur de chaque pays que je connaisse ou que j'arrive à connaître, j'ai un jour rêvé de faire du droit du travail européen, mais je n'ai pas pu. Mais j'ai parlé tout à l'heure de l'Allemagne avec un seul niveau de sous-traitance. Je vais prendre un autre exemple. Depuis 1999 environ, l'Europe, Charte des droits humains et les textes qui en ont découlé ensuite, à Nice, traité de Nice, décrète que quand vous êtes malade, vous avez droit à 2 jours et demi de congés payés. 2 jours et demi, que la maladie ne vous supprime pas vos congés payés. Eh bien, vous savez quand est-ce que c'est rentré en application ? Il y a 1 an. C'est l'Europe qui a fait rentrer en application en France, parce que tous les gouvernements français se sont débrouillés pour ne pas appliquer ce qui était une directive transposable qui faisait que quand vous étiez en maladie, vous ne perdiez pas vos congés payés. Et c'est tout à fait récent, à tel point que les entrepreneurs et les patrons ne le font pas, à tel point qu'il n'y a pas d'application encore, mais c'est tout à fait récent que ça soit transposé. Et je vous le dis, quand vous êtes malade, vous ne perdez plus vos congés payés. Et c'est une directive européenne qui vous a donné ça. De la même façon, sur les travailleurs des plateformes, c'est une directive européenne qui a permis d'avancer sur la présomption de salariat. Je peux vous citer, je ne vais pas le faire, mais une dizaine d'exemples qui sont sur des règles d'hygiène, de sécurité, parfois plus poussées en Europe que ce qu'elles sont en France. La reconnaissance des maladies professionnelles, où il y a des exemples dans plusieurs États européens qui ne sont pas en France. L'Europe n'apporte pas du mauvais, elle est comme tous les pays capitalistes. Dans chaque pays, c'est le fruit des luttes des classes de chaque pays. Moi, je n'ai pas peur de l'Europe si nous prenions le pouvoir. De nouveau Front populaire, enfin, et que la gauche, digne de ce nom. Parce que ce serait un printemps des peuples européens. Le peuple espagnol, le peuple portugais, le peuple italien, etc., se tournerait vers ce qu'on ferait de positif. Il ne faut pas avoir peur. On dit oui, mais attends, il y a la règle de l'unanimité. Mais la règle de l'unanimité, ils sont en train de la faire sauter tous les jours. Oui, mais il y a les critères européens. Mais les critères européens, quasiment aucun n'est appliqué. Vous avez vu cette surprise ? C'est que pour la guerre, ils viennent de décider. Ils viennent de décider que les règles sur la dette ne s'appliquaient plus. Vous pouvez avoir 5% de dette maintenant.
Qu'est-ce qui a décidé ça? Donc en vérité, c'est une question de rapport de force, donc de lutte sociale, donc de lutte de classe. C'est comme ça que j'aborde la question européenne. La deuxième chose sur la concurrence internationale. Il y a une organisation, alors moi je suis anti-Trump comme sans doute vous tous dans la salle, c'est-à-dire que je suis pour une organisation mondiale de la santé, je suis pour une organisation internationale du travail. Et l'Organisation internationale du travail, elle a bien des défauts, l'OMS aussi, l'Organisation mondiale de l'environnement. Mais je suis pour des organisations mondiales, je suis pour faire avancer le plus de droits. Dans l'OIT, il y a un certain nombre de normes. Moi, je pense qu'un pouvoir de gauche doit faire respecter les normes de l'OIT. Là où il y a du travail des enfants, on ne prend pas. Là où il n'y a pas de syndicat, on ne prend pas. Là où il n'y a pas de droit du travail, on ne prend pas. C'est beaucoup plus sérieux que de faire un protectionnisme sur non, c'est les Chinois que je ne prends pas, ou les Indonésiens que je ne prends pas, ou les Américains que je ne prends pas. Le seul protectionnisme qui est valable, c'est celui qui défend les droits du salariat. J'ai pas un internationalisme étatique. J'ai un internationalisme de classe, si vous me permettez d'aller très vite. Et cet internationalisme de classe, il veut dire qu'on défend ce qu'il y a de meilleur du point de vue des droits internationaux du travail. Et je suis pour me battre à l'intérieur de l'OIT pour qu'il soit meilleur partout, pour que le travail, ils utilisent le mot de travail décent. On dirait c'est vague, mais la notion de travail décent est déjà quelque chose. Ils défendent la notion de l'égalité salariale femmes-hommes. L'OIT, Organisation internationale du travail, c'est pas en France. Je me bats pour l'OIT. La question, en Europe, il y a la Charte des droits fondamentaux dit égalité professionnelle, salariale, femmes-hommes. Eh bien, en France, on ne l'applique pas. Je ne suis pas gêné pour dire, mais c'est un mot d'ordre européen, mais c'est un mot d'ordre mondial. Pourquoi, dans un pays avancé comme la France, on ne le fait pas? Donc, je prends mes arguments comme je peux, parce que sinon, je sais, après, ils nous disent... Mais dans chaque pays, regardez, les Danois, ils ont accepté la retraite à 70 ans. Hein, ou bien les Espagnols, regardez, c'est à 67 ans. Alors après, on peut regarder, parce que les Espagnols, c'est à 67 ans, mais c'est 38 annuités. C'est 38 annuités. Le Danemark, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que le nombre d'annuités pour avoir un taux plein. Donc après, on peut gratter, mais c'est intéressant de comparer. On n'ira jamais de socialisme dans un seul pays. Jamais ça n'arrivera. On ne peut pas s'extraire des échanges internationaux dans lesquels notre pays existe, vit, etc. On ne peut pas s'extraire des taxes de Trump ou des pressions économiques qui viennent de ci ou de là. On ne peut pas s'extraire. Ce qu'il faut, c'est avoir une politique vis-à-vis de ça. Et la politique, elle doit partir du point de vue de notre classe, le salariat. Elle doit partir du point de vue des droits qui doivent être valables partout. Et ça nous permet de contrer ce qui se passe en Chine. Pas les Chinois, mais ce qui se passe en Chine. On n'a pas d'opposition de nationalité. C'est important, excusez-moi de dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important dans les temps qui courent hein, de dire qu'on ne raisonne pas en termes de nation. Hein, on raisonne en termes d'intérêt de classe. Ils ne vont pas nous dire que notre nation doit se battre pour la guerre. Bon, ce matin, j'expliquais quand même, alors, on a une discussion sur le chiffrage, mais le budget militaire européen des 27, c'est 312 milliards. Le budget militaire de la Russie, c'est 109 milliards. Pourquoi on nous demande de dépenser d'un seul coup 850 milliards? Moi, je suis pour tous les droits démocratiques, l'autodétermination de l'Ukraine, l'indépendance de l'Ukraine et contre les guerres d'agression qui visent à remettre les causes des frontières. Mais je m'excuse, je ne veux pas qu'on passe ma retraite dans la guerre en me disant que c'est une correction de budget absolument nécessaire et que les 70 ans sont nécessaires pour pouvoir faire la guerre. On se défend en tant que classe, on se défend en tant que droit du salariat. C'est la même question que j'ai essayé de traiter toute cette soirée. Il y avait juste avant de passer la parole à François Liberty, qui a une question. Il y avait ce que Pierre a amené de la fonction publique. Oui, je fais de la fonction publique rapidement tout de suite. Ouais. Mais la fonction publique, elle est dégradée par les pouvoirs de la même façon qu'ils ont dégradé le droit privé. Et ils ont toujours tendu à rapprocher le statut de la fonction publique, qui était censé être plus protecteur au début, à le rapprocher du droit privé. On a probablement 5,7 millions fonctionnaires et apparentés. Il y a probablement là-dessus, je parle sous ton contrôle, 800 000 contractuels. C'est-à-dire que vous êtes en dessous de 5 millions de fonctionnaires statutaires. Alors les contractuels, eux, ils sont écrasés exactement
de CDD en CDD, ils gagnent leur procès quand ils les font, mais ça n'empêche pas que la machine les surexploite et que l'usage des CDD, dit d'usage, d'autres choses, ils trouvent n'importe quoi, est abondant et en fait illégal du point de vue de l'état d'esprit qui règne dans le code du travail privé. Mais la façon dont ils ont fait, c'est aussi sur la façon les process de travail, c'est-à-dire la violence au travail, les cadences, l'encadrement et les modalités d'encadrement. Et après, c'est vrai qu'il y a des moments donnés, on se dit, mais dans la fonction publique, c'est pire que dans le privé. J'ai eu ces sensations-là, quand comme inspecteur du travail, on m'a envoyé contrôler les PTT, en me disant, maintenant, tu as le droit, c'était il y a quelques années, et je me trouvais en face de directeurs de la fonction publique qui étaient là, et qui ne comprenaient même pas ce qu'était un inspecteur du travail. Ils étaient étonnés que je lui donne des... Ils prenaient ça pour des ordres. Je disais, mais vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas faire ça, et sinon je verbalise. Et il n'avait jamais vu ça dans la fonction publique avant. Quelqu'un lui disait, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne fais pas ça. Je me rappelle le CHSCT, épouvantable, les CHSCT sont supprimés. Vous savez, les CHS, ils ont été mis en place sous Pétain. Ils ont été séparés des comités d'entreprise. Les comités d'entreprise s'appelaient les comités patates, parce qu'ils servaient à donner les bons de distribution pour manger. Et ils étaient interminables. Donc ils ne causaient pas des questions de sécurité. Et les nazis voulaient causer des questions de sécurité parce qu'ils voulaient que ce qui était produit leur serve. Donc c'est sous Pétain qu'ils ont séparé les CHS des CE, pour des raisons pas honorables. Mais après, les CHS ont monté, surtout après les lois Auroux de 82. Et ils étaient, à mes yeux, la réunion la plus importante de toutes les réunions. Parce que j'avais, personnellement, comme inspecteur, j'avais le contrôleur de la CRAMIF, j'avais le médecin du travail, j'avais le patron, et j'avais les salariés qui n'avaient pas d'autres occasions de s'exprimer en public devant des gens externes à l'entreprise. Et le patron détestait ça. Donc les CHS, c'était des trucs très, très importants. Et dans la fonction publique, il n'y en a pas. Enfin, il y a des CTP, de temps en temps, il y a des commissions, mais ça ne marche pas. Non, mais ça ne marche pas. Et moi, je me rappelle de ce patron qui était pire que tous les patrons, mais qui était un haut fonctionnaire qui dirigeait les PTT dans le CHS, quoi. Un salarié était parti à 11h, on était en France Télécom, du boulot le matin, était rentré chez lui et s'était pendu chez lui avec un câble France Télécom. Et le gars me disait, c'est pas un accident du travail, rien à voir avec le travail, c'était chez lui. Ça, faut être un patron fonction publique, faut être un Macron qui voit ça comme une entreprise sans contrepartie, sans contrôle et sans moyens. Je me suis étendu. Non, c'est toujours passionnant. Il y a François et puis ça sera la dernière intervention, je pense. Simplement un mot par rapport au développement que tu as fait au début en ce qui concerne l'entrepreneuriat et les liens que ça a avec la situation d'un territoire. Dans cette ville aujourd'hui, au regard, et on n'a pas tous les chiffres, à fin 2021, les chiffres donnés par l'INSEE, 20%, plus de 20% de chômeurs aujourd'hui, donc largement au-dessus de la moyenne nationale, 25% de taux de pauvreté, et en même temps, le seul secteur économique qualifié comme tel par la presse dite bien pensante, l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Le lien est étroit sur un territoire qui montre à la fois la précarité, la pauvreté et en même temps la déstructuration du salariat. Je crois que là, on a des éléments d'approche en termes d'explication pour montrer ce qu'il faut changer. Sur la question de l'Europe, en fait, le Brexit à l'Angleterre, ça n'a pas supprimé l'exploitation capitaliste. Pas du tout. Et je crois que cet élément d'explication par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure montre où se trouvent les convergences que nous avons à faire développer. Et dans la situation d'aujourd'hui avec la guerre, l'économie de guerre, cette formule de Macron qui nous balance à la gueule, cette idée que, écoutez, on ne va pas continuer à discuter sur ça devient dérisoire, la retraite à 64 ans, combien, etc., notre contingence à développer. Je crois que là, de ce point de vue, on a beaucoup à développer l'idée que la question de la paix, c'est un combat. Mais c'est un combat aussi pour articuler ce qui, à l'échelle internationale, peut unifier le monde du travail. Et on a des éléments de réponse. Tu as évoqué tout à l'heure
la force qu'il faut qu'on donne sur tous les outils de la coopération, le renforcement de l'ONU. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est ça la réponse qu'il faut qu'on apporte. Parce que je peux vous garantir, les uns et les autres peuvent le savoir d'ailleurs, ce matin on était encore sur un marché en train de distribuer un tract pour la réunion de ce soir. La confusion dans la tête des gens, la peur de la guerre, tout ce que les gens peuvent gommer sur au fond, ils sont prêts à accepter. C'est grave, hein, la situation. Bien sûr. On a besoin d'un ressort extrêmement fort sur ces questions. Bien sûr. 1000 fois d'accord. Rappelez, puisqu'on parlait de la des conditions de travail des femmes, rappelez qu'aux dernières élections en 2024, pour la première fois, le vote féminin en direction du RN a dépassé le vote masculin en direction du RN, 32% contre 31%, et qu'il y a l'une des réponses, enfin, l'une des explications possibles, semble être les conditions de travail, la précarisation du travail féminin. Bien sûr. La souffrance au travail, l'exploitation au travail, la surexploitation, les attaques contre les droits syndicaux, la chasse aux sorcières contre les élus syndicaux, le recul des DP, des CE, de tout ça, ça peut faciliter à la fois que la confusion, l'ininformation et en même temps la recherche de solutions ailleurs. Et moi, c'est pour ça que, si j'ai une seconde à titre personnel, non seulement il faut unir le salariat, mais il faut unir tout ce qui émane du salariat, c'est-à-dire ses partis, ses syndicats, ses associations. Sans union de la gauche, je ne sais pas comment on peut gagner. Sans union syndicale, on n'arrivait pas à l'intersyndicale en 23, pour la question qui était en 23. Et l'intersyndicale, ça implique d'entraîner tous les syndicats, quoi. Hein. Et donc c'est l'unité du salariat qui me semble, si je peux conclure sans donner de... l'unité du salariat qui me semble être la chose la plus importante. C'est à chacun de faire comprendre, au mécanicien, à l'informaticien et vice-versa, qu'on est dans la même galère, qu'on se défend pour la paix, qu'on lutte contre la guerre, qu'on veut le partage des richesses et qu'on veut l'union de notre classe et de ses partis et syndicats. Oh là, j'ai fait... Bravo. J'ai fait...